Non, je l'assume tout à fait, Luc de France. Hurler dans la bagnole. Ça fait du bien. Qui tient le crayon dans tes mains? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Pour le meilleur ou pour le pire, c'est une autre histoire. You go do me! Luc de France! T'as pas vécu d'échec? Patience, ça s'en va. Bonjour à tous, je suis Luc, bienvenue chez Coco. C'est une joie pour moi de vous retrouver de nouveau dans ce magnifique loft de l'Avenue des Ailes, en partenariat avec une agence unique de conférenciers, une agence québécoise que j'apprécie tout particulièrement, tout autant pour sa rigueur, ses valeurs, son savoir-être, que par la qualité exceptionnelle de son équipe et des intervenants. Unisson est pour moi une agence qui porte bien son nom, puisque chaque conférencier que j'ai pu rencontrer est un expert qui sait faire vibrer à l'unisson du groupe les mêmes valeurs, la même vision et une mission commune, celle d'apporter, je crois, ce qu'il y a de meilleur pour nous inspirer, nous transformer et nous amener sur un chemin d'expertise pour devenir des êtres humains professionnels. Aujourd'hui, on s'envole en direction de l'avant-scène à la rencontre d'un unificateur, adoubé grand acteur, d'un allumeur avant-gardiste devenu réanimateur des cœurs, tel père, tel fils. Lui qui s'était vu enfant partir à la poursuite des pharaons, trouva sur les planches qu'être un phare brillait à l'unisson. Il fit alors d'un chiffre sa plus belle révolution, celle d'un 4 qui porterait notre nom. Le sien résonne comme un ordre à la vie parce que You Go est le cri qu'il est temps de lui dire en disant un vrai oui. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir Hugo Dubé. Bienvenue à toi, Hugo. Ben merci, c'est touchant comme introduction, c'est apprécié. Bienvenue. Alors, je vais dire beau travail. Je te remercie. Je suis ravi, Hugo, de t'accueillir. Je te le disais, je te le redis encore, parce que moi, je trouve que tu es dans le cœur de chaque Québécois, un peu cet acteur de talent, ce commandant Carl Saint-Denis, ce Claude L'Espérance aussi, et puis ce conférencier. Ce directeur général, pas le commandant. Directeur général. Ok. Oui, le grand patron. Directeur général Carl Saint-Denis. Alors ça, c'est le petit français qui fait que commandant. Claude L'Espérance aussi, et puis ce conférencier que tu as aussi le cœur d'être, et puis qui a ce cœur d'allumer, comme tu disais tout à l'heure en émission, et de faire briller la créativité en chacun de nous. Alors, comme je te le disais tout à l'heure en rigolant, ton nom résonne dans l'agence Unisson comme un ordre à l'action. C'est Hugo. J'ai trouvé ça rigolo de parler de Hugo à Hugo. Et puis, comme c'est la tradition de cette émission, je te propose en quelques mots de retracer pour les Français et pour les francophones ton parcours dans ce qu'il a de beau. Alors, tu es né à Montréal, benjamin d'une fratrie de 3 fils. Tu vas vivre ton enfance dans la ville de Sherbrooke, comme Richard Turcotte, dont tu me parlais et qu'on a reçu dans l'émission. Ton père était anesthésiste réanimateur, était un amoureux du corps humain, un amoureux de la machine humaine, comme tu dis. Ta mère, elle, s'est consacrée à sa vie de mère de 3 fils et de son mari. Tu grandis dans une famille que tu dis bourgeoise. Tes parents côtoient des hommes d'influence, des politiciens, des ministres, des évêques. Et petit, toi, tu as la passion pour la Grèce antique et l'Égypte, passion qui fera naître en toi le désir d'une potentielle carrière d'archéologue. Tu grandis, tu changes finalement, et puis sans trop aller dans le sens de ce que tu veux et pas savoir ce que tu veux faire de ta vie. Et puis ton père, quand il te pose la question, en te demandant ce que tu veux faire, tu lui dis à 16 ans, avocat pour noyer le poisson. Alors plus tard, lors d'un festival de théâtre à la collégiale, tu vas t'illuminer, tu vas découvrir la scène, la magie des mots, la puissance des émotions humaines. Au cégep de Saint-Hyacinthe, tu vas suivre des cours de théâtre et finalement, ensuite, tu vas en faire ta vocation. On sait aussi que tu es un amoureux du football, tu joueras 15 ans au foot et puis tu entraîneras des équipes avec cette énergie qui était personnelle et puis ton enthousiasme passionné. Et au fil des rencontres et des castings, à partir de 88, tu vas commencer une carrière d'acteur à la télévision, puis au cinéma. On te connaît entre autres donc dans le directeur général Carl Saint-Denis, je reprends les bonnes choses, dans la série District 31, le mafieux Claudio Broder dans la série Noire. Et tu joueras dans les années qui suivront une centaine de rôles. En 95, tu recevras le prix Guy Lécuyer pour ton rôle dans le film Octobre.
Et puis en 98, il y a un petit changement dans ta vie. Tu vas t'intéresser à une autre scène, pour un autre phare, pour briller différemment, celle de conférencier, avec l'envie d'allumer, comme tu dis, le réverbère des gens. Alors, qu'est-ce qui t'amène à cette nouvelle activité et qu'est-ce qui se passe pour toi à partir de ce moment-là dans ta vie? Disons que le monde de la conférence, mes amis d'enfance m'ont toujours dit, ça ne nous étonne pas que tu t'aies choisi une double vocation. L'acting et la conférence. Je fais une parenthèse. Souvent, les gens me demandent, est-ce que tu es davantage un acteur ou un conférencier? Je leur réponds, j'ai 2 fils et je les aime autant, mais différemment, parce qu'ils sont différents. Donc, pour moi, c'est la vocation. J'utilise le terme vocation parce que je pense que c'est une vocation d'aller chercher à faire bonifier le potentiel des gens et le fait de devenir conférencier. Comme ça arrive dans plusieurs carrières d'acteurs, le téléphone pour une période X sonne moins. Alors, je me dis, je suis responsable j'ai 2 enfants à faire vivre et ma conjointe aussi. J'avais un chien à l'époque. Alors, j'ai cogité, j'ai dit, je vais aller vers quelque chose qui m'allume. Et j'ai décidé d'aller vers les adolescents parce que j'étais... Tu as parlé de Claude L'Espérance, qui est une série culte pour la génération des milléniaux au Québec et même au Canada. Cette série s'appelait Ramdam. Donc, j'avais un accès au monde de l'adolescence dû au rôle que j'avais joué, le papa de Ramdam. Alors, j'ai dit, tiens, je vais aller parler aux ados pour les encourager à persévérer à travers leur cheminement scolaire parce qu'il y a 15 ans, 16 ans, c'est une époque où on cherche beaucoup et on a peut-être envie de quitter l'école. Et je me suis rendu compte que c'était complexe aller parler aux adolescents et au niveau du cachet, c'était moins intéressant parce que la structure scolaire, tant mieux, on cherche beaucoup à protéger la jeunesse. Donc, c'était beaucoup de travail pour aller rencontrer les adolescents. Donc, j'ai décidé de parler aux professeurs, aller vers l'adulte qui, par rebond, pouvait retrouver leur passion d'allumer le réverbère des adolescents. Donc, de fil en aiguille, j'ai développé une conférence qui, au début s'appelait « Action, soyez l'acteur et l'actrice de votre vie ». Et de fil en aiguille, c'est devenu laïque créativité, oser sortir du cadre. Et c'est là que j'ai fait les premiers pas dans le monde de la conférence. Et ma première conférence, je dirais, professionnelle, je me suis retrouvé dans une assemblée syndicale, 450 personnes, où les gens avaient un T-shirt et c'était écrit « Le patron me vole ma convention collective ». C'était un moment très tendu. C'est ma première expérience devant ces gens où on a l'impression que c'est le patron qui m'envoie passer un message aux syndiqués. Alors, j'ai dû... Ça a été mon baptême de calmer les gens dans la salle et leur faire réaliser que j'étais là pour eux. Parce que moi, mais souvent, le domaine de la conférence, pour moi, c'est laïque, c'est apolitique, c'est l'humain qui est devant moi, de quelle façon je peux enclencher, je me répète, le potentiel créatif et innovant qui sommeille en nous. Et ce moment-là, pour moi, ça a été, j'ai fait « wow » quand j'ai terminé cette conférence-là. J'ai senti que j'avais cet amour de me retrouver devant le public, puisque je vivais au théâtre. J'avais cette énergie, j'ai dit, je veux poursuivre. Ça a été de l'accepter aussi, parce que comme acteur, on a toujours l'impression on veut pas se faire dire, ah, maintenant, tu es devenu un conférencier, tu n'es plus un acteur. Alors, il faut jongler avec cet équilibre-là. Je me rappelle, j'étais à une émission de variété où l'animateur m'a demandé, maintenant, tu es devenu conférencier. Et j'ai figé. Oui, vous savez, je suis toujours acteur, alors que j'ai dit, je fais rien de mal. Et maintenant, je l'assume tout à fait, Luc de France. Mais cher ami Hugo, moi je trouve quand même aussi ce qui est important dans les gens comme toi qui sont multipotentiels, on voit chez toi que tu as un multipotentiel, il y a quand même aussi ce moment où tu écris un livre. Alors j'ai trouvé ça étonnant parce que finalement tu as beaucoup attendu. Entre 98 et 2017, tu as donc réussi à rentrer dans la porte de la conférence
sans avoir besoin de cette espèce de passeport que de temps en temps on a besoin d'avoir. Là, il faut écrire le livre pour être conférencier. Alors moi, j'ai bien aimé, c'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais de chiffre 4, ta révolution qui porterait notre nom, parce que c'était vous, justement. La créativité à 4 lettres, vous, ça, c'est ton premier livre écrit en 2017, si je ne me trompe pas. Voilà. Comment t'en es venu à écrire un livre après tout ce temps de conférences? Accoucher d'un livre, ça a été une expérience pour moi. J'ai je pense, une facilité oratoire, mais au niveau de l'écriture, c'est plus long. Je tape sur le clavier avec 2 doigts. J'ai pas cette dextérité que ma conjointe a. Je me suis dit, bon, mais j'ai le goût, je me lance le défi. On se parlait à l'extérieur de l'émission, je me disais, il y a ce fameux deadline, dire, je me lance le défi de pondre un livre. Je me suis renseigné, j'ai été voir de quelle façon les auteurs, chacun a sa façon de faire, mais il y a comme construire le livre. Et ça a pris 9 mois. Je dirais 9 mois pour, oui, avoir cette carte de visite qui était le livre. J'avais la chance d'être une personnalité publique au Québec. Donc, le livre, au début, était peut-être moins important. On m'offrait en cadeau lors des événements, dire aujourd'hui, nous recevons l'acteur Hugo Dubé. Et les gens me disaient, ouais, vous êtes conférencier, j'aime bien et je découvre une autre facette de vous. Le livre, c'était un complément, c'était un outil supplémentaire pour permettre aux gens de décanter ce qu'on venait d'entendre parce que j'ai un bon rythme. Les gens n'ont pas le temps de prendre leur cellulaire, leur portable. Alors, je voulais qu'après ce moment-là, je comprends. Dans le calme, on puisse revisiter ce qu'ils avaient entendu pour aller encore plus loin dans leurs possibilités créatives. Alors, c'est un processus d'humilité aussi, écrire un livre. Qui m'a plu. Je pense qu'être acteur, être conférencier, même être un humain, c'est un processus où ça exige beaucoup d'humilité. Justement, tu vois, tu parles d'humilité, ça tombe très bien parce que c'est aussi un moment où je vais pouvoir t'en parler parce que toi, tu parles beaucoup du potentiel de pouvoir créatif, tu parles des accidents créatifs, on en parlera tout à l'heure, du pouvoir aussi de l'innovation. Mais il y a aussi son pendant, et c'est ça qui fait qu'on est humble, c'est quand on vit, comme on a vécu nous depuis 2020, une grande crise avec l'arrivée du Covid, une crise aussi qui fait qu'à la fin, on se retrouve dans un mauvais film de science-fiction, et pourtant c'est la vérité, c'est la réalité. Alors je me demandais comment tu avais pu vivre, toi, qui étais acteur et conférencier, donc en lien avec les gens, comment tu avais vécu ce confinement depuis mars 2020? Qu'est-ce qui s'était passé pour toi? Surpris, éberlué, étonné et en même temps inquiet. C'était qu'est-ce qui se passe? Mes secteurs d'activité, en bon français, shut down. Tout arrête. Tout le 13 mars, nous, on a mis le Québec sous cloche. Je pense qu'en France, c'est le 20 mars, c'est ça. Nous, c'était le 13. Alors là, l'État tente de venir en aide, on cherche des solutions. Soudainement, j'apprends que je suis considéré comme non essentiel. C'est un peu étonnant parce qu'on a gardé les secteurs d'activité dits essentiels et on a fermé ceux qu'on jugeait non essentiels. Alors, et pour se rendre compte que soudainement, les gens, qu'est-ce qu'on a fait pendant la pandémie, c'est regarder beaucoup de films, de séries télé. Donc, on est redevenu essentiel. L'art, pouvoir raconter des histoires. Et c'est ce que j'ai profité de ce moment pour faire une pause aussi et me dire à ma conjointe, je me rappelle, on a commencé à prendre des marches, on marchait entre 7 et 10 kilomètres par jour. Tous les jours, on partait, on allait à la montagne, à la campagne, et j'en ai profité pour faire le ménage de mon bureau, des livres, tout ça. Puis je lui disais à quel point ça me faisait du bien de m'alléger dans cette période-là trouble. Et j'ai dit, j'ai tellement de livres, des résumés de livres que j'ai lus. Qu'est-ce que je peux faire? Et on a traversé le pont de Mont-Saint-Hilaire. Là, je vois la montagne et on cesse de marcher. Elle me regarde, elle me dit, écoute, tout est arrêté. Un jour, on repart. Qu'est-ce que tu pourrais faire avec tout ce savoir qui est épars sur ton bureau, dans des tiroirs? Je dis, fais quelque chose avec ça.
J'ai fermé ma gueule le reste de la marche, ce qui est assez spécial. Pendant 48 heures, j'ai cogité, puis j'ai dit, bon, j'ai envie de lancer l'autre défi. Il y a eu le livre. J'avais vu des masterclass de Oprah, et puis je m'étais nourri de ces classes des maîtres au Québec, masterclass en France. Et puis, j'ai dit, tiens, je me lance le défi d'en pondre une. Qu'est-ce que j'aimerais durant cette période, ce 4 mois où vraiment on était complètement arrêté? Parce que j'ai su que plus tard, le tournage de District 31 était pour débuter. Alors, je savais que j'avais un 4 mois devant moi pour pondre la classe des maîtres. Alors, ça m'a servi à revisiter des... Souvent, on a des livres, on a des bouts de documentaires qu'on met de côté. Un jour, oui, c'est supposé de changer ma vie, on ne le lit pas. Alors là, moi, j'ai beaucoup de résumés parce que je résume les livres que je lis, ou ma femme qui a une capacité de taper au clavier résume les livres. Donc, on travaille conjointement en équipe. Et j'ai beaucoup de ces résumés que j'ai revisités pour pondre la classe des maîtres. Voilà, la COVID, ce moment étrange qui fait encore partie de notre réalité. Il est toujours là, ce moment étrange. Ça m'a servi au moins à avoir un challenge de pondre cette classe des maîtres. Maintenant que je vais te proposer pour le meilleur et pour le pire un petit moment de l'émission qui s'appelle Upside Down, tu vas voir, c'est un moment pour le meilleur et pour le pire. En Allez, les montagnes russes! Ça nous vient de Thierry Ardisson. Je ne sais pas si tu connais Thierry Ardisson, c'est un creux. Oui, on entend. Oui. Voilà. Et donc, je te propose un petit peu ce petit rythme qui est un peu comme une sorte de découverte des multifacettes de ta personnalité malicieuse, n'est-ce pas? Tu peux m'étendre. Tu peux te préparer. Alors, ma première question, Hugo, ce sera la suivante. Quel est le défaut qui te sauve la vie? D'avoir trop de qualité. Oh, pas mal. Alors ça... Le défaut qui me sauve la vie, écoute, je dirais... je fais un peu de dyslexie. J'arrive pas à lire à première vue. C'est étrange pour un acteur. Donc, je suis obligé de travailler doublement. Pour ne serait-ce que si j'anime des soirées, je revisite les textes, apprendre les noms. J'ai développé une lecture rapide d'une autre façon, surtout à l'école de théâtre, lorsqu'on distribuait les rôles. Le maître, parce qu'on avait des maîtres classiques, disait bonjour, il parlait un petit peu comme ça, le maître disait aujourd'hui, bon fait le bourgeois gentilhomme, toi tu vas me lire ça, ceci. Et là je faisais je devais lire. À première vue, c'était pour moi un défaut de cette dyslexie-là qui, aujourd'hui, je pense m'a aidé à bâtir cette carrière à la sueur de mes défauts. Intéressant, ça c'est intéressant. Je me posais une question par rapport à cette idée étrange qu'on appelle une erreur. Tu sais, dans le monde des erreurs, il y a la grande erreur, c'est-à-dire le truc que tout le monde te dit de ne pas faire. Il faut absolument que tu ne fasses pas ça. Tout le monde est certain que tu vas te planter et en même temps, toi, tu fais la belle erreur, c'est-à-dire le truc qu'il fallait faire alors que personne ne pariait sur ça. C'est quoi ta plus belle erreur de vie? Qu'est-ce qui a été une chose que tout le monde disait être une erreur? Tu as dit, je le fais quand même et ça a été une révélation. Faire des enfants? Et le deuxième à dire un truc. C'est la plus belle erreur de ma vie. Et ça change ta vie pour le meilleur. C'est quelque chose de... et surtout, moi, que j'étais le premier dans ma bande de joyeux copains. J'étais le premier à avoir des enfants. Et ça a été pour moi... Je dis une erreur, mais c'est oui, je le dis avec le plus grand un clin d'œil. C'était pour aller dans le sens de oui, c'est une erreur faire des enfants, mais quelle belle erreur! Je pense que tu en as toi aussi. Je ne veux pas publiquement dévoiler ta vie privée, mais c'est quelque chose d'immense. C'est fou tout ce que ça implique. Alors, c'est quelle belle erreur dans ma vie. J'ai fait deux beaux garçons dont je suis tellement fier. C'est ce que j'ai envie de répondre. En tout cas, on regarde cette version-là de l'histoire. À ton avis, quel est le plus beau conseil qu'on t'ait fait dans ta vie? C'est mon père, je crois, à 16 ans. 16 ans, c'est la période où on peut aller...
Il m'a dit, c'est aussi difficile de faire une bonne vie qu'une mauvaise, à toi de choisir. Ça a transformé ma vie. Ça a été une tape sur la gueule au bon moment, mais avec beaucoup d'amour. J'ai fait, c'est pas con, il est pas con, Le pad. il est pas con. Alors, ça a été, oui, c'est vrai que des deux côtés, c'est aussi difficile de bien réussir sa vie, du mauvais comme du bon côté. Alors, voilà, ça a été un très beau conseil qu'on m'a donné. Et je me demandais, en termes de conseils et puis en termes de peur, si tu pouvais ne plus jamais avoir peur de rien, tu n'aurais plus peur de rien du tout. Quelle est la peur que tu garderais pour vivre? Peut-être une peur, je ne sais pas, c'est de prendre tout pour acquis. Hmm. C'est de garder cette peur-là, que rien n'est acquis, faut le mériter. Je dirais, je garderais la peur de devenir arrogant. Hmm. C'est ça, oui, la peur de penser que ma conjointe, mes enfants, la vie, ma carrière, tout ça, c'est acquis. Non, je garderais cette peur-là, je crois. Comment t'as géré le succès de Ramdam? C'est quand même c'est très connu, il me semble, hein. Donc, comment t'as géré cette Ah partie? oui, c'est une série culte. Ça a été, moi, je dirais, moi, j'étais le gamin parmi les gamins. J'étais le papa d'une joyeuse bande de nouveaux acteurs qui Hmm. décollaient dans leur carrière. Moi, j'avais déjà une dizaine d'années. Ça a été un moment familial extraordinaire où la télé pouvait se permettre de bousculer intelligemment l'adolescence. Mhm. Je m'en fais parler beaucoup par les milléniaux au Canada et au Québec. Ces jeunes-là me disent, cette série-là, elle était remplie d'amour. C'était pas juste, on va vous éduquer, Et pourquoi cette série-là a fonctionné? Parce que 3 des auteurs, parmi les nombreux auteurs, avaient une obsession, c'était de déjouer la censure de Télé-Québec. Hmm. Intelligemment, parce que cette série-là était vouée pour les 9-12 ans, mais des universitaires nous écoutaient, beaucoup de gens, parce que justement, il y avait ce désir de déjouer intelligemment la censure pour que l'adulte comprenne le message que l'enfant ne voyait pas. Et ça a été un moment ça a été 8 ans de pur bonheur. Et encore aujourd'hui, lorsque je revois ces jeunes-là, la semaine prochaine, cette semaine, je vais à une première d'une réalisatrice qui jouait ma fille, qui maintenant est devenue réalisatrice. Et elle est elle a un beau succès de réalisatrice. Et Mhm. encore aujourd'hui, les Québécois la connaissent bien, Marie-Lou Wolfe. Mhm. Elle faisait partie de ma famille. J'étais son papa virtuel. Donc, ça a été, ça a été un moment extraordinaire de vivre cette série-là. Et j'aimerais bien qu'on puisse, à l'international, voir cette série-là. Je ne sais pas si tu connais Malcolm in the Middle. Non. Peut-être qu'en France, c'était le pendant américain. Ah oui? Nous, Ramdam, on était le pendant de Malcolm in the Middle sans les budgets américains. D'accord. Alors, c'était une série où les jeunes acteurs, il y avait 3 acteurs ou 4 qui pouvaient s'adresser directement à la caméra pour parler aux spectateurs, ce qui était unique en télévision. Alors, on abordait les termes de l'adolescence, mais avec une façon unique, agréable. Et c'est pour ça que cette série-là a connu tellement un succès pan-canadien. Très tôt, quand même, ton père, il t'a sensibilisé à la beauté, il t'a sensibilisé à la fragilité de la vie. Tu as assisté à des Oui, opérations, j'ai su ça. oui, Tu t'es aussi occupé de gens qui étaient quadraplégiques, donc tu as quand même touché un peu oui, le côté dur des choses. Tu as été oui, sensibilisé à la mort et tu as quand même oui, vu aussi la frustration chez le médecin qui ne peut pas sauver son patient aussi. Et je me oui. demandais, tu crois que c'est comme ça que tu as pu développer cette conscience qu'on n'a qu'une seule vie et qu'il faut pas perdre de temps? Ben, oui, ça fait partie parce que moi, j'ai grandi avec l'amour de la machine humaine, mais en même temps avec la mort. Mon père quittait la nuit sur des chapeaux de roue. Et ben, lorsqu'il était de garde, il y avait une urgence. Et à l'époque, on avait des téléavertisseurs où on pouvait parler. Ça dit, docteur Dubé, vous êtes demandé en salle d'opération. Et là, mon père quittait. Et de le voir revenir, des fois, je ne l'ai pas vu souvent, mais démoli parce qu'en se disant probablement que c'était des jeunes, des accidents de moto pour beaucoup, de se rendre compte que oui, il y a une finalité. J'ai toujours, je pense qu'à tous les jours, la mort,
j'ai conscience que la mort est là, mais cette mort-là me fait en sorte que je dis profite de la vie. Mais profiter de la vie, ça ne veut pas dire devenir un imbécile. Ça ne veut pas dire de brûler la chandelle par les deux bouts. Ça peut rendre les choses le plus simple possible. C'est quelque chose que je travaille, plus je gagne en sagesse. Keep it simple and stupid. Et oui, ce moment-là, oui, je me rappelle être près au chalet. J'ai 4 ans ou 5 ans. Mon père me montre la beauté de ce lac où on est. Puis un jour, tout ça s'arrête. Il y avait ce don d'amener la beauté, mais en même temps de nous faire comprendre que ça pouvait être radicalement difficile. Et on n'est pas à l'abri. Mon père est parti travailler et crise cardiaque, accident de voiture, ça s'est terminé le 10 février 2005. C'est comme ça. Ça fait... Il m'a enseigné, il a démontré. Ça peut être dur comme ça. C'est un coup de... C'est une gifle. Je m'en allais tourner et je reçois un appel. Papa est mort. Oh! Et là, on n'est pas dans la même énergie. Moi, je veux continuer je veux garder tes questions. Moi, c'est intéressant parce que finalement, voilà, on peut rien prévoir, en fait. On peut rien tout à fait. maîtriser, en fait. C'est ça la beauté. Et c'est pour ça, le je m'en foutisse, il me disait lâche prise. Lâche prise, gamin. J'avais 20 ans. On veut réussir, on est carriériste, on est dans un monde compétitif. Mais maintenant, il fait lâche prise. Hey, oh. Voilà. C'est marrant parce que chez toi, moi, c'est ce que j'ai senti chez toi, c'est comme si c'était bipôle, deux pôles. Parce qu'à la fois, tu dis lâche prise et en même temps, tu t'intéressais quand tu étais jeune à la Grèce antique, à l'Égypte ancienne, à l'archéologie. Et moi, j'ai eu le sentiment, j'essaie d'y réfléchir de mon côté, je me suis dit, mais en fait, Hugo, il doit être aussi un passionné de ce qui a été oublié. Ce qui était magnifique ou ce qui était magique et qui a été oublié. Tu crois que c'est ça qui t'interpelle, toi, dans le fait d'allumer les autres, c'est de le faire réallumer ce qu'ils ont oublié d'eux? Oui, je trouve que l'angle est extraordinaire. Nous avons en nous 200 000 ans de combat humain, de quête, de famine, de guerre, de déception, de joie, d'échec, d'erreur, cette transmission émotive par les familles, par un peuple, par l'histoire qu'on nous enseigne. Lorsque je vais en France ou en Europe, c'est de voir, peut-être pour vous, si vous ne le voyez plus, mais ces vieilles pierres, ces châteaux du 12e, du 11e siècle, ou peu importe, je me dis, il y a des humains avant nous qui nous ont transmis, parce qu'aucun enfant vient au monde avec la connaissance du feu, de l'énergie nucléaire, ou de créer une pâte pâtissière. C'est quelque chose qui lui est transmis. Et ça me fascine. Oui, j'ai un côté cartésien, j'ai un côté artiste, c'est de trouver ce juste milieu des choses. Des fois, c'est utile, des fois, ça peut être... Je suis assez ordonné. Dernièrement, j'ai vu un de mes camarades acteurs qui a pris une photo de son scénario, son texte, son script torchonné, tout était presque en lambeaux. Il dit, êtes-vous cartable ou comme le mien? Je dis, moi, je suis cartable. Je ne veux pas perdre d'énergie à tenter de trouver l'information. Plus vite j'ai accès à l'information, plus, selon moi, je peux aller plus loin dans ma recherche. Pardon. Et tu vois, c'est ce côté cartésien qui est peut-être... pourtant, en mathématiques, je dis que je suis nul, c'est parce que j'ai pas... il paraît que les mathématiques, si on s'y met, tout le monde peut y arriver. C'est une question de patience et de persévérance. Il faut être peut-être avec le bon professeur alors aussi. Aussi, tout à fait. Oui. Mais tu vois, apprendre à mordre tes crayons et manger tes effaces. C'est ça. Et alors, moi, je me demandais quand même, parce que tu ne m'as pas répondu sur le fait que qu'est-ce que tu aimes dans l'humain? Qu'est-ce que tu veux raviver? Parce qu'on parlait de phare dans l'introduction, je te disais de phare à pharaon et de pharaon à phare. Tu veux rallumer quel territoire qui a été oublié chez l'humain? Qu'est-ce qui a été oublié finalement? C'est pas oublier, c'est oublier, c'est de raviver qu'est-ce que tu as envie de faire de ce passage, de ce court passage. Comment tu peux être l'acteur et l'actrice dans cet immense film? Quel rôle as-tu envie de jouer? Qui tient le crayon dans tes mains? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Si tu demandes à quelqu'un d'autre d'écrire ton histoire, c'est sûr qu'il dit, cette personne-là va se dire, tant qu'à me donner le trouble d'écrire ton histoire, je veux en tirer avantage. De quelle façon tu peux
tirer avantage de ce moment, de ces périodes difficiles, de ces bons coups, de ces périodes troubles, de ces périodes d'allégresse. De quelle façon, toi, comme humain, tu dis, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter aux autres autour de moi? Est-ce que ça peut m'apporter à moi aussi? Alors, c'est un peu ça, c'est ce questionnement à travers qu'est-ce que tu peux apprendre de l'échec, qu'est-ce que tu peux apprendre d'une trahison, d'une peine d'amour. On est dans une société où on veut envelopper, on veut empêcher l'humain, je dirais, de ressentir qui il est. C'est retrouver ses sens. C'est goûter un nouveau plat, entendre une nouvelle chanson, visionner un film étrange. C'est aller se surprendre. Moi, c'est un peu ça. Mais c'est sortir de sa zone de confort. Sortir de ta zone de confort, il y en a qui le font plus facilement. Il y en a qui sont plus craintifs. Il y a des gens qui ont été bousculés, traumatisés par la vie. De quelle façon ces gens-là peuvent se guérir? C'est tout ça, mais c'est au rythme de chacun. Et la beauté, je trouve, c'est qu'il n'y a pas de recette. Fais A, B, C, boum, tu arrives au succès. Sinon, tout le monde le ferait. Il y a Quand on parle d'accidents créatifs, particulièrement dans le monde de la télé, District 31, tous les diffuseurs voudraient recréer un District 31 parce que c'est le succès le plus phénoménal de l'histoire de la télé québécoise. Et là, d'autres projets s'enclenchent. Ils n'y arriveront probablement pas. Je leur souhaite, mais ça m'étonnerait. C'est tous ces éléments-là. Moi, c'est de qui t'encourage, qui te décourage, qui te met en garde, qui fréquentes-tu. C'est juste de lève la tête et regarde, arrête de subir et fais ta vie. Moi, c'est ça qui me passionne. C'est de dire aux gens, t'es pas obligé de devenir une personnalité publique, le top humain. C'est juste de... Je sais pas, le matin, tu te lèves et tu es bien avec qui tu es. Puis il y a des jours que c'est plus difficile. Il y a des jours où on est plus lourd, c'est plus laborieux. Et c'est normal, malgré ce que les réseaux sociaux nous disent. Non, tu dois, tu sais, lol, you only live once. C'est pas vrai. Et c'est ça qui me fascine. Il y a des moments où je me sens complètement nul. Je fais, il n'y a rien qui fonctionne. Ne serait-ce que éclairer un fond vert. Dernièrement, j'essayais d'éclairer un foutu fond vert. Il n'y a rien qui fonctionnait. J'avais beau, je prenais le logiciel sur Adobe Premiere, je voyais je faisais, mais je comprends pas. Et là, ça me choquait. Je me dis, je veux comprendre. Par contre, moi, lorsque je me bute à un obstacle, je veux comprendre. Je vais aller voir de l'autre côté. J'ai cette capacité de persévérance, de ténacité. Et j'espère que les gens sont en mesure de l'avoir aussi, parce que c'est là que les résultats apparaissent. C'est là qu'on peut savourer. Parce que ça a été difficile. Si c'est trop facile, tu deviens, je reviens avec le terme de l'arrogance, mais tôt ou tard, la vie fait... Si tu n'as pas vécu d'échec, patience, ça s'en vient. C'est pas de talent. Tu n'as pas vécu d'échec si tu n'as pas de talent encore, c'est bon. C'est ça, tout à fait, voilà. Tu as quand même une expérience, Hugo, c'est celle d'acteur aussi et surtout. Oui. Et je me demandais, parce que moi je ne suis pas acteur et j'aimerais bien avoir un peu cette vision que tu peux avoir. Toi, comment on reste l'acteur de son temps? Comment on est l'acteur du moment et pas l'acteur trop... Ah bah maintenant vous êtes trop vieux, ah bah maintenant vous n'êtes plus dans le coup. Comment on reste l'acteur de son temps? Je pense que c'est de toujours garder contact avec les gens, de faire savoir qu'on existe, de le faire dans le respect de soi-même, dans la curiosité, dans l'étonnement de son métier, dans le savoir écouter, dans l'écoute, beaucoup dans l'écoute des autres, dans de se faire voir intelligemment, d'avoir un bon agent. aussi, Ça aussi, qui lui aide à aller, l'énergie, surtout pour les négos. Il y a des périodes où tout d'un coup, on est moins en demande, des périodes où on est plus en demande, dépendamment des scénarios, dépendamment de ce qui se passe au niveau culturel, on vit des bouleversements, il y a des changements, des bouleversements et des changements au niveau de la programmation télévisuelle. Et c'est de faire aussi en sorte que, tu parlais de vieillir ou de sagesse, mais c'est pas un défaut, ça fait partie de la vie. Alors, est-ce que le monde culturel, oui, on est fasciné par la jeunesse, le cinéma, on aime
la jeunesse. Dernièrement, j'écoutais Café Société de Woody Allen, ce que je n'avais pas vu. C'est un film de 2016 où la jeune actrice, elle est splendide, elle a une peau vieillir aussi. Alors, c'est ça. Être l'acteur du moment, c'est ce que je viens de te dire. Oui, en même temps, je te pose la question, c'est parce qu'en fait, si tu veux, je faisais un parallèle entre ce que les gens vivaient autant au niveau personnel que professionnel, ou même les compagnies. C'est que toi, tu es acteur, tu sais peut-être être encore dans le temps, et puis même t'imaginer dans un nouveau rôle qui est dans le temps, et puis comment comment vont faire personnellement les gens et les compagnies pour être encore l'acteur de leur temps post-Covid? Parce que quelque part, il y a eu un bouleversement. Et il faut bien qu'ils se réinventent. C'est quoi ton avis? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de contacter comme ressources et comme compétences pour être l'acteur de leur temps maintenant? Tu as utilisé le terme réinventer, je dirais plutôt se renouveler. La COVID nous a réinventé au tout début, en 2020. On a fait table rase sur une manière acquise de travailler. Et soudainement, le télétravail, une nouvelle génération qui entre sur le marché du travail. Je ne sais pas, nous, en tout cas au Québec, au Canada, il y a un manque de main-d'œuvre extraordinaire. On cherche la main-d'œuvre. Se renouveler, moi, je dirais plutôt, c'est le terme se renouveler. Et puis, c'est être de son temps. Comment je pourrais dire ça? Donc, si demain, tu avais un chef d'entreprise qui te dit Hugo, comment je fais maintenant pour me remettre dans tout ça alors que j'ai l'impression qu'on nous a cassés, on nous a brimés, on a perdu un peu notre ghost intérieur. Comment tu lui dirais, toi? Tu ferais quoi pour… c'est d'accepter ce qui s'est passé. Est-ce qu'on revient de la façon dont c'était en 2020? Je crois pas. Est-ce qu'on brise le fameux nouveau normal ou on a une chance? Moi, je dis un meilleur normal. Qu'est-ce que ça signifie, un meilleur normal? Moi, j'accepte pas le nouveau normal. Je fais, qu'est-ce que c'est que on a une chance de créer un meilleur normal. J'ai un fils de 28 ans, j'en ai un de 30 ans. C'est justement la génération montante. Et le télétravail est là pour rester, qu'on le veuille ou pas. C'est une génération qui, actuellement, a les moyens, je dirais, d'imposer de quelle façon vous pouvez me stimuler, de quelle façon on peut échanger, de quelle façon on peut se challenger. Mais c'est d'accepter que ça a changé. C'est d'accepter que est-ce qu'on… Small is beautiful. Est-ce qu'on revient? Est-ce que c'est vraiment un désir de croissance absolue ou c'est une recherche d'efficacité? C'est la question qu'on doit se poser aussi parce que est-ce qu'on peut croître avec un rythme qui était accéléré, je dirais, en 2018, 2019, alors que là, je pense que partout, on entend pénurie de main-d'œuvre, la philosophie du travail a changé. Donc, de quelle façon ça peut être du donnant-donnant? Et en même temps, une personne en sagesse, 50 ans et plus, dernièrement, j'avais de mes amis, il dit, on cherche des jeunes. Je dis, pourquoi vous cherchez des jeunes? J'enlève rien aux jeunes. Mais je dis, peut-être que quelqu'un de 50 ans peut te donner encore 15 ans de loyaux service. Alors, c'est de jongler avec toutes ces possibilités-là et de ne pas s'enfermer à dire on a une obsession, c'est à l'américaine, plus. Je pense que c'est de gagner en efficacité. Ça a créé une peur de l'avenir. Il n'y avait pas de peur de l'avenir jusqu'à maintenant. Puis d'un seul coup, on s'est mis à avoir peur du demain dans lequel tout serait de nouveau arrêté. Comment tu vois les choses, toi? Comment ça se passe pour toi? Tu te dis, il faut avoir peur, c'est normal, c'est partie du métier. Tu te dis, arrêtez d'avoir peur, ce qui compte, c'est de vivre. Comment tu vois les choses? Ça a changé, je dirais, c'est un peu coincé. De quelle façon on peut décoincer? Est-ce que cette crise-là fait en sorte qu'on a le goût de dire, parce que pendant 2 ans, on a pris des risques, on a réévalué sa façon de travailler, sa façon d'échanger. Il y a eu ce changement, il y a eu une nouveauté, il y a eu une prise de risque. Et lorsque tout ça décante, est-ce qu'on dit, c'est terminé, on revient à nos bons vieux patterns? Je ne crois pas. Ça fait partie maintenant de qui nous sommes. Est-ce que maintenant on fait j'en ai marre d'avoir peur? Est-ce que oui, la peur est essentielle, sinon je traverse un boulevard sans regarder des deux côtés et c'est terminé. La peur est utile, ça nous permet de survivre, mais est-ce que cette peur-là me paralyse? C'est et il y a des professionnels qui peuvent vous aider, je sais qu'ils sont très sollicités par les temps qui courent, mais si on est figé, si on a peur de l'avenir, je suis pas un psy, moi, là. Faut peut-être aller consulter. Faut peut-être aller demander de l'aide à quelqu'un, là.
En même Mais temps, elle est là, cette peur de l'avenir-là, Luc, à mon sens. en même temps, le problème, c'est qu'une entreprise va pas avoir un psychologue. Une entreprise, elle peut prendre, par exemple, des conférenciers pour leur dire, mais donnez-nous Oui, de nouveau de l'élan, donnez-nous de l'inspiration. oui, Alors, quand même, on te connaît quand même, on te connaît comme acteur de séries québécoises. On en parlait tout à l'heure, Ramdam, oui. série noire, District 31. C'est quand même, tu me le disais une fois hors émission, tu disais, c'est quand même un rendez-vous quotidien qui fait qu'on doit presque vivre une vie monastique, quoi, une vie de moine dans laquelle on fait des sacrifices et on fait beaucoup, on a des défis à relever. Alors, comment on se construit une personnalité qui a une telle capacité comme ça de relever les challenges et puis d'accepter aussi tout ce qui est sacrifice? Comment tu as fait, toi? Ben, je pense que c'est l'amour du métier que je fais. Le professionnalisme, de dire on me paie pour que je sois en mesure de livrer. Sinon, on prend quelqu'un d'autre. C'est l'organisation, c'est la capacité de travailler en équipe, c'est l'écoute, la préparation. Moi, je suis un acteur qui, au niveau du texte, et je pense que c'est la même chose si quelqu'un fait une démonstration d'un produit ou peu importe, c'est d'arriver bien préparé, mais être capable de réagir, être capable d'improviser, d'être spontané, de garder cette souplesse-là. Donc, moi, tu dors bien, tu manges bien, tu t'entraînes bien, tu évites l'alcool, les drogues, parce que tu as un moment où tu peux pas, c'est impossible à tous les jours. Le rythme d'une quotidienne, c'est tellement exigeant que c'est une discipline, comme un sportif qui s'entraîne pour des compétitions. Tu as le choix. Si c'est débridé, si tu n'as pas de méthode de travail, mais tu finis par t'essouffler au niveau de l'énergie créative, au niveau de l'énergie biologique, c'est de te connaître. Est-ce que tu crées mieux le jour, la nuit, le soir? C'est aussi d'avoir un entourage qui est compréhensif, parce qu'il y a des moments où tu entres dans ce que j'appelle l'égoïsme créatif. Alors, est-ce que tu as un conjoint, une conjointe, des partenaires compréhensifs? Pour ces moments-là. Pendant Ramdam, j'étais avec des jeunes qui, ces jeunes-là ont connu la célébrité, ils ont fait du pognon, et soudainement, ça devenait un peu indiscipliné. Puis je leur disais, oh, on fait des métiers, un métier d'acteur, d'actrice, de conférencier. Soyez bien préparés parce que les gens vous paient, et parce que les gens vous paient, ils s'attendent à un certain niveau de ce que vous avez à leur offrir. Ben, moi, c'est comme ça que je le vois. Et au niveau de ma conférence, comme je travaille en créativité et innovation, c'est un work in progress. Je suis toujours à la recherche, je regarde, mais il y a une structure qui reste la même à l'époque romaine, égyptienne, au Moyen Âge, aujourd'hui et dans 1000 ans. Il y a des trucs, ce que j'appelle le laboratoire créatif. Comment tu peux redécouvrir tes sens. Un Romain vivait la même chose qu'on peut vivre aujourd'hui avec l'odeur, le goût, expérimenter la joie, la déception. Il n'y avait juste probablement pas de réseaux sociaux pour amplifier tout ça. Mais il y avait le forum, ouais. En même temps, il y avait le forum, oui, mais après le forum, mais là, aujourd'hui, c'est amplifié, c'est partagé, il y a ça aussi, là. Je te posais la question parce que je me disais, quelque part, un acteur, c'est quelqu'un qui peut donner aussi une sorte d'inspiration à un groupe professionnel, à une compagnie, en expliquant qu'en fait, quand tout va bien, c'est sûr que c'est facile de surfer sur la vague. Oui. On peut se coucher tard, on peut ne pas avoir une vie extrêmement monacale, on peut dire, oh, si je travaille pas demain, je travaillerai après-demain, mais il y a le moment où la crise arrive et c'est le moment où il faut des repères. Et donc, c'est vrai que je te posais la question, je me disais, mais quels sont les repères d'un acteur pour tenir le coup sur la longueur? Est-ce que tu crois que c'est peut-être pas justement des repères que aussi en entreprise on devrait avoir? On devrait dire, attendez, parce que quand tout va bien, ça va, mais le jour où vous êtes fatigué et que l'entreprise va devoir se relever d'une crise, comment vous allez faire? Vous allez quitter l'entreprise ou vous allez redonner du boost? Est-ce que tu crois que ton schéma, il est applicable en entreprise? Ben oui, tout à fait. Un acteur, Dernièrement, j'ai fait une conférence pour les manufacturiers au niveau industriel. Et un des participants me dit, pourquoi vous êtes acteur? Qu'est-ce que vous avez, le monde de l'industrie,
manufacturière. Pourquoi vous êtes ici? J'ai dit, ben, je suis un entrepreneur en divertissement. Je dois m'assurer de la qualité du produit, la fraîcheur du produit, la capacité de livraison. Je dois m'assurer de comprendre la concurrence. Je dois être un fiscaliste, je dois être un publicitaire. Je dois faire en sorte que mon produit, Hugo Dubé ou ma conférence, ne se retrouve non pas tabletté, mais qu'on a envie de bouger vers mon produit. Donc, tout ça, la même chose, là, la personne a fait « Ah, tout à fait, oui. » Et là, je venais de lui faire comprendre que le lien d'un acteur qui est un entrepreneur en divertissement, ben on traverse ces crises que j'appelle le recalcul en cours. On doit progresser, on doit avancer. Lorsque le GPS commence à ne plus comprendre où on est, ben c'est le risque. Peut-être que je vais manquer ma sortie, peut-être que je serai pris dans un embouteillage, peut-être qu'il y a un risque d'accident, peut-être que je trouve une nouvelle sortie avec de nouvelles possibilités. Mais c'est aller chercher de nouvelles références. Donc, moi, chaque plateau, chaque rencontre, j'ai fait Les Dieux de la danse, qui est une Dance with the Star. Moi, je ne danse pas. J'aime danser dans les fêtes, mais compter les temps, 1, 2, 3, 4, je ne comprends pas les temps. Je l'ai fait, je suis sorti de ma zone de confort. Et une fois que je l'ai fait, j'avais tout d'un coup de nouvelles références. Alors, c'est se servir ces moments, un client plus difficile, un contrat qui est plus exigeant, quelqu'un qui fait un défaut de paiement, toutes ces références-là, ben, de quelle façon on peut développer une stratégie pour être capable de rebondir, relancer. C'est ça le but. Renouveler, rebondir, relancer, c'est le sous-titre de ce que je propose comme conférence. Sortir du cadre pour aller où? On entend souvent en création, en innovation, on doit penser en dehors de la boîte. Parfait, mais on va où en dehors de la boîte? C'est de trouver une nouvelle boîte. La nouvelle boîte, qu'est-ce que c'est? C'est comprendre notre ADN. Si on comprend l'ADN, ben, ça nous permet il y a des moments difficiles, et pendant ma conférence, je donne l'exemple de Panasonic, qui a vécu, Panasonic, son ADN, quelle est-elle? C'est l'électronique. Et un jour, Panasonic a créé une télé, a inventé une télé écran plat, on quittait l'écran cathodique, et là, la concurrence s'est mise à être meilleure que Panasonic, et soudainement, Panasonic perdait beaucoup d'argent. Et là, ils ont eu l'idée de dire, ben, notre ADN, c'est l'électronique. Nous allons créer en Chine et à Shanghai des serres hydroponiques parce que c'est de l'électronique. Ils ont créé une nouvelle boîte, un nouveau chapitre, parce qu'ils ont vécu un recalcul en cours, comme un acteur, comme un conférencier, comme un blogueur peut vivre. Alors, c'est les liens que je fais en entreprise pour que les gens dans la salle, généralement, ça fait plusieurs années que je fais ce métier-là, mais on me dit, tu me parles directement à moi, tu comprends notre histoire. Et c'est ce qui me plaît, parce qu'on a tous ce besoin de créer, d'innover, et tout ce qui se passe entre les deux, restructurer, bonifier, reventiler, les termes que vous utilisez, c'est de faire face au changement, qu'on peut appeler la nouveauté. Et cette nouveauté-là, c'est temporairement, ça crée un malaise, parce qu'on est programmé à éviter la douleur en espérant que ça nous donne du plaisir. Mais ce moment où on doit traverser la rivière dans l'inconnu, notre cerveau fait « Attends un peu, qu'est-ce que tu es en train de me faire vivre? J'ai pas de référence. » J'ordonne de revenir dans nos bonnes vieilles façons, dans nos bons vieux patterns, ce que j'appelle retomber dans nos pantoufles. Mais c'est ce moment-là, entre les deux rives, on doit s'entraîner à l'accepter, ce que j'appelle le recalcul en cours. Ça fait partie que je sois une entreprise, une multinationale, une toute petite entreprise, que je sois une personnalité publique, il y a ces moments de recalcul en cours. Et quelle est la stratégie que je peux développer? C'est ce que j'explique un peu avec la conférence de Hugo Dubé. Je voulais te poser une question par rapport à cette idée que tu as, qui est quand même que dans ton métier d'acteur, l'arrivée du numérique et de l'hyper-rapidité, ça a eu un grand effet, ça a été un grand changement pour vous. Et tu parles de l'obligation de s'adapter à la vitesse Formule 1. Alors moi, je trouve ça intéressant parce que l'adaptation à la vitesse Formule 1, c'est peut-être facile pour une entreprise ou c'est peut-être facile pour de la technologie, mais comment un humain il peut s'adapter à la vitesse Formule 1? Comment il fait, lui? Est-ce qu'on lui laisse le choix ou c'est la question avec les technologies, je dirais, toute cette technologie-là devait nous donner davantage de loisirs, ce qui est carrément faux. On s'est embourbé dans
Je pense que s'adapter non seulement je pense, je suis convaincu que s'adapter à la vitesse grand V, c'est apprendre à gérer sa capacité d'attention. Parce qu'on peut s'éparpiller, c'est fou, là. On peut passer tellement de temps sur une application. Alors, et la création, l'innovation et tout ce qui se passe entre les deux, c'est la capacité de gérer son attention pour apprendre la nouveauté. Selon moi, c'est l'exercice qu'on doit faire de dire je prends des pauses pour garder cette attention-là parce que c'est quand même limité. Il y a 24 heures dans une journée. De quelle façon la technologie... Moi, je dis adopter un robot. Adopter un robot, c'est comprendre la technologie pour être capable de l'orienter là où on veut qu'elle aille, au lieu de se la faire imposer. Parce que si je ne comprends pas la technologie dans le milieu, dans mon travail, dans mon milieu de travail, je suis foutu. Je suis complètement dépendant et je ne peux pas orienter cette technologie-là pour me faire gagner du temps, pour libérer de l'attention. Moi, c'est donc un acteur où on ne tourne plus en péloche, la pellicule. On tourne maintenant avec des petites... SD, ouais. C'est ça. On va très, très vite. C'est quand je parlais de préparation, je parlais d'être capable de récupérer. Et c'est à certains moments de mettre le pied au sol, dire « Wow! » Faut prendre le temps de récupérer à travers tout ça. De quelle façon une entreprise peut permettre à ses membres de ventiler mentalement, ou sinon la courroie finit par céder. En fait, il y a quand même nécessité d'une période de gestation. Donc, comment avoir des idées créatives qui vont tenir le temps si on les fait tellement rapidement qu'on n'a pas le temps de les créer, quoi. Parce que là, ce que tu dis, c'est que quand même, ça se trouve, hein, quand tu dis souvent aucune idée ne naît bonne. Oui. Ça veut dire que si tu n'as pas le temps de t'occuper de ton idée parce que tu es déjà à vitesse Formule 1, comment tu vas faire un truc intéressant, quoi? Ben, il y a plusieurs phénomènes. Aucune idée n'est bonne, ça c'est depuis la nuit des temps, parce qu'on protège son pouvoir économique, on protège son pouvoir. Est-ce que la direction est en mesure de recevoir les nouvelles idées? Est-ce qu'on est en mesure de reconnaître que c'est une bonne idée? Et depuis la nuit des temps, c'est, je sais pas, moi je le résume rapidement. Luc de France est un épicurien qui sort en boîte, quelqu'un qui connaît beaucoup de restaurants, et le patron lui demande: nous avons une fête à organiser dans 1 mois et c'est toi que j'ai choisi pour organiser la fête. À partir de ce moment-là, Luc, qu'est-ce qu'il doit faire? Et Luc va aller chercher la documentation. Je connais trois restaurants ou traiteurs extraordinaires. Je connais des maîtres de cérémonie. J'ai accès à un endroit magnifique, un château spectaculaire où on peut réunir des gens. Je prends cette information-là et je la classifie et après, je la laisse décanter. Ce qu'on appelle l'incubation. Et un dimanche matin, tout le monde dort à la maison. Luc va tenter ce qu'on appelle une idéation. Est-ce que j'organise une fête qui se passe à l'époque de la compagnie en 1960, de 90 ou dans le futur? Les enfants s'éveillent. Hop, Luc arrête de tenter de trouver la réponse, quel genre de fête je vais organiser. Et Luc retombe en mode incubation. L'idéation, l'incubation peut avoir lieu plusieurs fois. Et soudainement, parce que Luc a été chercher beaucoup d'informations, a laissé décanter, promenade avec le chien, je prends ma douche, je prépare une salade avec ma conjointe, boum, le Eureka apparaît, j'ai le flash, je vais organiser une fête, voyager dans le temps. Et à partir de ce moment-là, Luc tombe en planification. Qui fait les contrats pour la fête? Qui s'occupe des traiteurs? Qui s'occupe de la publicité? Je planifie. Et après, je tombe en mode production. J'ai le lieu, j'ai le traiteur, j'ai le DJ, le maître de cérémonie. Et la dernière étape qui est essentielle en création, c'est la validation. Est-ce que les gens vont accepter cette idée de voyager dans le temps pour faire la fête de l'entreprise? Est-ce que les gens vont dire « Wow, le petit cocktail de futuriste à la fin parce qu'on a fait un voyage dans le temps, c'était extraordinaire. » C'est toujours comme ça. C'est d'apprendre à se repérer où j'en suis dans le processus créatif pour éviter de gaspiller temps et énergie.
C'est intéressant parce qu'on voit que tu as vraiment, t'as quand même beaucoup travaillé sur ces différentes étapes. Moi, j'ai l'impression que le Covid, c'était une étape justement pour que chacun puisse se poser et commencer à être créatif un peu dans sa tête, là, comme si c'était, on préparait la suite d'un grand bond en avant. Il y a aussi un truc que je trouve intéressant chez toi, c'est que tu parles de quatre en disant que la créativité en quatre mots, c'est vous, c'est ce que tu dis dans ton Oui, livre. Mais il y a oui. un autre mot en quatre lettres que tu utilises très souvent, c'est bien. Bien, oui. Ouais, et je trouve que c'est Oui. très intéressant cette vision que tu as de bien. Tu peux nous en parler de bien, l'intérêt du bien? Ben, bien, la puissance des mots, ce que au niveau de la puissance neurologique, ne serait-ce que chimique des mots, je fais un détour avant de parler de bien. Si j'utilise le mot poitrine, ben poitrine, ça peut donner faim. Une poitrine de poulet, ça peut exciter, ça peut être une fierté, ça peut être une poitrine au foot. Je récupère avec la poitrine, contrôle avec le genou. Poum, je marque un but peu importe, à la Lionel Messi. Et le mot bien, c'est la même chose. Juste prendre le mot bien, bien manger, bien s'entraîner, bien élever ses enfants, bien développer sa relation amoureuse. Et à l'occasion, parce qu'on a bien, on est projeté dans la capacité de performance, on touche l'excellence et on revient dans la zone bien. Hmm. Qu'est-ce qu'on demande à un athlète maintenant qu'on a les moyens de tout mesurer sur le corps humain, sa sueur, ses fluides, ses pulsations cardiaques? C'est entraîne-toi bien, performe au bon moment, récupère. Entraîne-toi bien, performe au bon moment, récupère. Ne gaspille pas d'énergie à performer au mauvais moment. Et moi, Hmm. le mot bien, ça englobe cette espèce d'énergie de dire, est-ce que je suis obligé d'être au top d'une fête qui, à l'occasion, il y a des moments où on touche, je ne sais pas, 2, 3 fois par mois où on se sent au top. Et des fois, je suis juste bien. Mais c'est bien d'être bien. C'est déjà extraordinaire. C'est juste de s'enlever cette pression-là, de performer au mauvais moment. Hmm. C'est tout. En C'est fait, tu as introduit aussi l'idée que la procrastination, c'est pas autre chose qu'un moment pour se faire du bien finalement. oui, et lâcher prise, le fait de glander. Hmm. L'ennui fait partie de la création. Einstein passait des heures à réfléchir. Des heures, les gens s'en inquiétaient. Ils disaient peut-être qu'il n'est pas bien, mais il prenait un problème et il le laissait flotter parce qu'il lâchait prise surtout. Et c'était surtout de ne pas meubler chaque moment, vivre intensément. C'est pas de toujours être en état d'alerte. De dire je dois vivre chaque seconde. C'est à un moment donné, ou à l'occasion, ça peut être extraordinaire, mais ça peut être épuisant aussi. Alors, pour moi, le mot bien, c'est un mot qui nous permet d'être bien, de profiter de ce moment-là. Et surtout en création, être bien. Des fois, ça m'impressionne, les créateurs qui disent ouais, c'est difficile, c'est souffrant, mais change de métier. À l'occasion, oui, mais c'est pas tout le temps. Ah, vous savez pas à quel point je souffre d'être sur scène. Mais va ailleurs. Deviens pâtissier, je sais pas, Oui, bien moi, sûr aussi. camionneur. C'est à un moment donné, Il est oui, à temps. l'occasion, il y a des publics qui sont plus difficiles, il y a des rôles qui sont plus difficiles, il y a des contrats qui sont plus chiants. Mais le mot bien, j'aime ça que tu me rappelles que le mot bien fait partie de mon vocabulaire. Oui, je trouve ça intéressant. Ouais, c'est ta deuxième innovation des quatre lettres. Il y a vous et il y a bien aussi. Oui, oui, Il y a autre chose que je trouve intéressant pour aller dans le sens de la fin de l'émission, c'est moi je trouve intéressant aussi ce que tu dis et ce que tu exprimes par rapport à la durabilité, parce que quelque part c'est un sujet qui n'est pas que pour l'acteur, c'est un sujet aussi pour l'entreprise, pour la la compagnie. pérennité, oui. Oui, parce que quelque part, moi j'ai trouvé ça rigolo quand tu disais dans une interview que en fait il fallait savoir des fois être la saveur du mois. J'adore la saveur du Oui, mois. Être la saveur du mois, c'est en gros le bon produit qu'on peut choisir au bon moment. Eh, je suis la saveur du mois, je suis peut-être intéressant. Et par rapport à ça, en creusant un peu, je suis tombé sur une de tes idées que je trouve très bien, qui disait avant d'être la saveur du mois, demande-toi pourquoi la société voudrait encore de toi maintenant. oui.
Et ça, je trouve ça très intéressant parce que les compagnies pourraient se poser cette question, est-ce qu'on veut encore de nous maintenant? Est-ce qu'on va pouvoir encore être choisi? Alors, qu'est-ce que tu en dis de tout ça? Comment on continue à être la saveur du moins? C'est extraordinaire parce que dépendamment de la philosophie d'une entreprise, certains consommateurs vont aimer la tradition. Le fameux couteau Opale, je crois, français, qui existe depuis... Ben, on ne veut pas qu'il change. J'achète ce couteau-là parce que depuis mon arrière-grand-père avait ce fameux couteau qui a toujours fait bien son job. Oui, je l'achète parce qu'il me plaît. D'autres entreprises, c'est ce couteau-là, je veux l'améliorer, je veux changer le manche, je veux la couleur, je veux aller un peu plus loin. Et il y a les fameuses startups à la Tesla qui envoient des gens sur la Lune, sur Mars. Et ceux-là, généralement, ont l'attention des blogueurs, l'attention des médias parce que c'est spectaculaire. C'est de se poser la question, est-ce que je veux faire partie de un feu d'artifice? Est-ce que je veux être une luciole un soir au camping et ça donne un événement unique? Est-ce que je vais être cette chandelle qui rend le repas romantique? C'est de trouver cette mission-là, mais à travers... Est-ce que les gens veulent mon produit parce qu'ils aiment le côté traditionnel? Pourquoi j'irais le changer? Les gens est-ce que l'emballage peut changer? Est-ce que la pub peut changer? Mais les gens vont acheter ce couteau-là parce qu'ils l'aiment. Alors, c'est de savoir où tu as envie de te positionner. Vous avez probablement des personnalités publiques. Je ne sais pas, moi, Serge Gainsbourg, il s'est enfermé dans un personnage. Mais Gainsbourg, on voulait il y avait ce côté un peu tabac, alcool. Et il a fait sa carrière avec ce personnage-là. Moi, j'aime les Rolling Stones. Les Rolling Stones, ils chantent une chanson, Satisfaction, depuis 1965. Et je veux l'entendre, cette chanson-là. Je vais voir le spectacle. Je les ai vus 6-7 fois, mais je veux entendre Satisfaction. Moi, ce que je trouve intéressant par rapport à ta présence chez Unisson, parce que c'est vrai qu'on va parler un peu de l'agence, parce que moi, je trouve que dans cette agence, quand ils t'ont choisi, je discutais avec eux, je me disais, mais c'est génial que vous ayez Hugo Huppé, parce que vous avez finalement comme ça un acteur conférencier à la fois. Mais je me demandais, je vais te poser une question, tu vas peut-être me dire la même chose que je fais d'habitude, Luc, mais c'est quoi ta mission chez Unisson? Tu avais envie de faire quoi? Tu avais envie d'apporter quoi en plus? Unisson, il y a un mec qui s'appelle Éric Galipeau qui était dans une autre agence avec qui j'ai travaillé pendant un bon bout de temps. Et Éric a quitté. Moi, j'ai quitté l'autre agence. Et lorsque j'ai vu que Éric enclenchait, c'est un passionné des conférenciers et du monde de l'événementiel. Et j'ai appelé Éric, j'ai dit, j'aimerais qu'on puisse faire affaire ensemble. Et Lucie Larouche, la présidente, la fondatrice, elle aussi, elle a pris un risque créatif. Elle était dans un monde, et je trouve qu'elle a une belle histoire. Et j'aimais cette histoire-là, j'ai aimé le contact, j'aimais la brochette de conférenciers, ou je ne sais pas quel terme on peut utiliser. J'aimais cette conférence, cette agence qui était un peu plus petite, plus humaine, plus, à mon sens, plus à l'écoute de ce que le client, les gens veulent avoir comme service, comme produit. Et dans le monde de la création, de l'innovation, il n'y avait pas les doublons. Je me sentais à ma place. J'avais le goût d'amener cet élément-là qui, dans la panoplie de choix chez Unisson, il n'y avait pas le côté création, innovation et tout ce qui se passe entre les deux. Et c'est pour ça que tout de suite, ça a cliqué. J'utilise le terme familial et professionnel, ce côté humain. Et on devrait se réunir au mois d'août, tout le monde, pour être capable de voir qui sont les autres conférenciers, conférencières à l'intérieur d'Unisson. Donc, ils ont un professionnalisme, une expertise. Et tout ça jumelé fait en sorte que je pense que c'est une des agences qui, au cours des prochaines années, va avoir un succès extraordinaire. Oui, on leur souhaite, on leur souhaite. Oui, oui. Pour finir cette émission, j'ai envie de connaître ta vision pour ces temps à venir, autant que pour les individus que pour la compagnie. Quelles sont, à ton avis, les compétences qu'il va nous falloir acquérir ou redévelopper ou retrouver dans notre pyramide personnelle pour créer un futur plus passionnant et inspirant, à ton avis?
ça revient à ce qu'on se disait tantôt par rapport à tendre la main aux nouvelles générations, être capable de comprendre ce que apprendre à lire le monde dans lequel nous sommes et en même temps aussi être capable Steve Jobs disait, si tu veux créer le produit que les clients veulent avoir, lorsque tu l'auras terminé, les clients veulent autre chose. Alors, c'est être capable de dire, est-ce que je peux, par ma passion, par mon produit, j'utilise le terme imposer, est-ce que c'est pas nécessairement imposer, mais proposer cet enthousiasme-là du service que j'ai envie d'offrir dans la période dans laquelle nous sommes. Mais c'est une écoute, c'est de prendre cette crise. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous êtes encore là? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous devez retrouver cet enthousiasme-là? Sinon, ben, on devient amorphe. Qu'est-ce que vous pouvez tirer de meilleur de ce que vous avez traversé? Chacun a sa façon de voir le monde. De quelle façon, comme je vous ai dit, je te disais, adopter le robot, prendre des risques, mais un risque, pas de se brûler les ailes, mais il faut prendre des risques. Et un risque, c'est de prendre plaisir à chercher de nouvelles références. C'est vaste comme question, Luc. C'est chaque personne, chaque entité. Est-ce que c'est quelqu'un du secteur public? Est-ce que c'est quelqu'un dans les postes de management? Est-ce que c'est des gens au niveau sportif? Il y a tout ça aussi qui entre en ligne de compte. Est-ce qu'on est en moyen de pression? Est-ce que la compétition par rapport à... Est-ce qu'on est acheté par... je sais pas moi, à l'international par une mentalité américaine, c'est de jongler et de garder, en France, ce côté français. Vous êtes le pays le plus visité au monde. C'est de le garder en tête. Les gens vont en France. Pourquoi? Parce qu'ils aiment cette énergie française, même si des fois, les gens ont l'impression qu'on en a marre, mais on en a marre, il est extraordinaire. C'est de garder sa saveur à travers tout ce qu'on a vécu. Plus ça change, plus c'est pareil. Je cite encore Steve Jobs qui disait « Créer, c'est d'être capable de relier des points du passé pour proposer quelque chose de nouveau, quelque chose de... » Est-ce que c'est nouveau ou est-ce que c'est copier, combiner, transformer? C'est observer, être curieux, s'émerveiller, douter, se poser des questions. Le fameux OCDOQ. Et lorsqu'on est en mouvement, tu l'as dit tantôt, c'est d'accepter qu'aucune nouvelle idée ne n'est bonne parce qu'il y a une résistance, parce qu'on aime le changement si ça bouge lentement. De quelle façon vous pouvez vous entraîner à l'inconfort créatif. Par contre, dans votre vie personnelle, prenez le temps, je dirais, si ça vous prend plus que 15 minutes pour vous rendre au travail, en auto, en transport collectif, fermez votre portable, fermez la musique, fermez votre gueule et regardez la vie s'offrir en spectacle autour de vous. À l'occasion, il faut se déposer et regarder pour mieux rebondir. Et une entreprise, c'est la même chose. De quelle façon, si vous êtes un patron, de quelle façon vous serez en mesure d'accepter les nouvelles idées? De quelle façon on accepte d'être bousculé? Oui, on a été bousculé par la COVID, mais être bousculé, c'est est-ce que j'accepte de partager une partie de mon pouvoir, une partie de mon savoir? C'est tout ça aussi. Et les gens qui font partie les créateurs, c'est est-ce que l'information est bien catégorisée? Est-ce que je suis respecté dans ma propriété intellectuelle? Est-ce que j'aurai accès à une bonne information? Est-ce que justement j'ai cette aide-là pour me permettre de me sentir bien comme employé et comme employeur pour avoir tirer le meilleur des gens sans les siphonner, sans les épuiser? C'est tout ça et go, allez-y. C'est oser. J'aime le terme oser, sortir du cadre. C'est Hugo. C'est Hugo.
Et merci. Hugo Dubé, Ligue de France. Merci Hugo pour ce moment magnifique. Merci aussi à l'agence québécoise donc Unisson. Merci à Lucie Larouche et Éric Galipeau qui ont rendu possible cette émission puisqu'on ne se connaissait pas. Vous pourrez retrouver en dessous là, dans le commentaire les liens vers le site internet de Unisson, mais aussi les liens vers la masterclass, on va dire masterclass de Hugo. Oui. Merci Hugo pour ce moment. Un petit mot de la fin peut-être pour qu'on entérine tout ça à jamais. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Je vous souhaite la santé globale. C'est le plus beau cadeau, c'est la santé globale au niveau mental, au niveau physique, au niveau spirituel. Je vous souhaite la santé. C'est un cadeau et prenez soin de vous, vous le méritez.